Docteur Eric Mena, vous êtes médecin généraliste, vous êtes phytothérapeute, homéopathe et vous accompagnez beaucoup de patients ayant un cancer qui se tournent de plus en plus a priori vers les médecines non conventionnelles, les médecines alternatives et complémentaires. Est-ce que vous pensez que la médecine conventionnelle ne répond pas forcément à toutes les attentes des patients? Probablement, mais il ne faut pas voir ça comme une critique. C'est-à-dire, je pense que chacun a son rôle à jouer. Et c'est pour ça que je préfère largement le mot de médecine complémentaire au mot de médecine alternative. La médecine conventionnelle, en cancérologie, la chimiothérapie, la radiothérapie, pour citer les principales, traite la maladie. Il est certain que ces approches n'ont pas l'habitude de prendre en charge le terrain. Alors il y a maintenant en allopathie, en médecine conventionnelle, ce qu'on appelle les soins de support, mais ça se résume essentiellement à de la cortisone pour l'inflammation, des médicaments assez forts pour la douleur ou des antidépresseurs. Et effectivement, cette médecine n'apporte pas certaines réponses sur le bien-être, sur comment je peux agir moi pour affronter la maladie, l'accompagnement psychologique, la relaxation, la méditation, etc. On commence à en parler à l'hôpital, puisqu'on a même des cours de karaté, des cours de sport, dont on a démontré que ça réduisait le risque de récidive. Donc la médecine conventionnelle s'ouvre à ces approches-là, mais ce sont des thérapeutes non conventionnels qui les proposent, éventuellement des profs de sport ou des homéopathes ou des nutritionnistes, etc. Quelles sont les médecines complémentaires qui fonctionnent le mieux sur certains types de cancers? Alors je sais que c'est vaste, mais on utilisera plus la phytothérapie dans certains types de cancers, ou plus l'homéopathie, ou plus l'acupuncture? Non, sincèrement, vraiment, on distingue rarement, je crois, les approches thérapeutiques, on va dire, non conventionnelles et la maladie. Pourquoi? Justement parce que ces approches non conventionnelles, ces thérapeutiques complémentaires, vont surtout s'intéresser aux patients. Donc, en fonction du terrain, en fonction de la psychologie du patient, les choses seront différentes, mais pas en fonction de la maladie, puisque c'est vraiment des médecines tournées sur le patient, alors que la médecine conventionnelle est d'abord tournée sur la maladie. Ouais. Mais donc, ça ne s'inscrit pas vraiment dans une médecine de confort, c'est vraiment un traitement, un vrai traitement d'accompagnement autour du cancer. Alors, sans aucun doute, certains peuvent considérer, et à juste titre d'ailleurs, que la phytothérapie, l'homéopathie, la nutrition ne guérissent pas le cancer, et personne ne le dit. Par contre, prenons un exemple, il a été démontré que lorsqu'il y a une prise en charge au niveau de l'équilibre émotionnel, eh bien, il y a des travaux aux États-Unis en particulier qui ont démontré que ça pouvait réduire de moitié le risque de récidive. C'est certains traitements qu'on va appeler non conventionnels, la nutrition, l'alimentation, l'approche psychologique, sont plus efficaces dans les études, statistiquement, que certains traitements du cancer. Donc, on ne peut pas dire non plus que c'est seulement du confort. Les deux vont ensemble. C'est pour ça que je parle vraiment de médecine complémentaire, parce qu'aujourd'hui, on sait que changer son alimentation peut réduire de 30 à 50% le risque d'apparition d'un cancer. On n'est plus dans le confort, on est vraiment dans la prévention, et pareil pour la récidive. Après, cette approche ne suffira pas à guérir le cancer, bien entendu. Donc, quand le cancer est évolutif, il faut des thérapeutiques conventionnelles pour freiner, tuer les cellules, etc. Donc, en aucun cas, vous ne conseillez, enfin vous, les médecins complémentaires, ne conseillent d'arrêter le traitement allopathique de médecine conventionnelle? Surtout pas. Au contraire, on est, je dirais, souvent synergique. Notre premier but, c'est d'ailleurs ce qu'on écrit dans le livre avec mon confrère Alain Dumas, c'est d'expliquer que notre but, c'est même d'aider le cancérologue. Parce que, par exemple, les chimiothérapies ont un rythme. Le rythme des chimiothérapies, toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, dépendent de la tumeur. Et pourquoi ce rythme? Parce que c'est lié au temps de division des cellules. Si, à cause des effets secondaires de la chimiothérapie, on est obligé de retarder les chimiothérapies, on sait qu'on sera un peu moins efficace. Et nous, notre but, c'est que les patients fassent le traitement le mieux possible, jusqu'au bout, dans les meilleures conditions et au rythme prévu. Donc on est vraiment complémentaires, c'est vraiment le cas, et synergique des traitements hospitaliers. Donc dans votre ouvrage, vous expliquez quelles sont les médecines complémentaires que le patient pourrait adopter pour accompagner son traitement, c'est cela? Tout à fait. Et elles sont très nombreuses. Alors vous avez cité tout à l'heure la phyto, l'homéopathie, la nutrition, la nutrithérapie, vitamines, etc. Toutes les approches psychologiques. Le sport est essentiel. J'aime rappeler que les 2 traitements les plus efficaces pour la prévention des récidives du cancer, c'est l'activité physique régulière et le lien social, avant les traitements allopathiques. À ce point. Et voilà. Donc, il faut vraiment une approche générale.
On y rajoutera aussi certains traitements, mais qui sont souvent dans le domaine de l'homéo et de la phyto, pour agir sur le système immunitaire, puisque l'autre élément essentiel dans la défense du cancer, c'est augmenter nos défenses immunitaires. D'ailleurs, l'immunothérapie commence aussi à entrer à l'hôpital. Il y a des traitements d'immunothérapie à l'hôpital. Il y a une petite question qui fait souvent polémique, c'est, alors je vais exagérer, je vais forcer un petit peu les traits, mais certains disent que certaines personnes déclenchent leur cancer par des émotions, par le psychosomatique. On a le cancer qu'on mérite. C'est un petit peu... C'est un peu violent, mais qu'est-ce que vous pensez de cet Il y a deux éléments dans votre question, parce que est-ce que des facteurs émotionnels peuvent déclencher un cancer? On ne peut pas dire non, c'est une évidence. Il y a plein de gens qui savent qu'ils ont déclenché un cancer après un décès, un choc émotionnel, une séparation, je ne sais quoi. Donc c'est évident, on ne dit pas que le choc émotionnel crée le cancer était déjà là. Simplement, il était quiescent, le système immunitaire le contrôlait peut-être, etc. Et à un moment donné, un énorme choc émotionnel va faire chuter l'immunité. Et là, le cancer va pouvoir évoluer parce que l'immunité n'est plus là pour le contrôler. Donc, ce n'est pas la cause du cancer, mais par contre, le choc peut être une cause de déclenchement. Par contre, dans votre question, il y avait est-ce qu'on mérite ce cancer parce qu'on n'a pas été bien, etc. Ça, c'est une absurdité. Il n'y a pas du tout de culpabilité. C'est une évidence. Mais dire qu'il y a un facteur émotionnel dans le cancer n'est pas là, ne doit pas être là pour culpabiliser la personne. Qu'est-ce que j'ai mérité pour que ça m'arrive? Tous les patients se posent la question, contrairement à ce qu'on croit. Pourquoi moi Voilà, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai mérité pour ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pas dû faire? Par contre, on veut transformer cette culpabilité automatique que les patients ont en responsabilité, encore une fois, pour qu'ils affrontent le cancer et qu'ils changent peut-être certaines choses. Peut-être s'ils ont une hygiène de vie qu'on peut améliorer. Souvent, les peurs jouent un rôle fondamental. Et il est important que les patients comprennent d'où viennent ces peurs pour travailler, pour se libérer. Et là encore, on revient sur ce que je disais, sur ces travaux qui ont montré que l'approche émotionnelle du cancer va permettre de réduire de 50% les récidives. Ce n'est pas par hasard. Mais pour ça, il faut être accompagné. On fait beaucoup aussi de thérapie de groupe pour que les patients, entre eux, puissent exprimer leurs angoisses. S'ils expriment leurs angoisses, elles sont déjà en partie soignées. Comment choisir un bon thérapeute? C'est vache ça comme question, mais comment choisir, comment savoir si l'accompagnement qu'on va adopter est le bon? En tout cas, on est avec la bonne personne. Je pense que ça, il faut le faire vraiment le mieux, c'est vraiment au feeling. Alors bon, après, il faut que ce soit des thérapeutes qui sont formés, qui ont un peu d'expérience, évidemment. Je ne crois pas aux bons thérapeutes. On peut avoir des gens qui ont beaucoup plus d'expérience, mais qui, pour un individu donné, un patient donné, seront mauvais parce qu'il n'y aura pas le feeling entre les deux. Il y aura pas, voilà. Donc, je crois que votre question, on peut la transformer en disant il est important d'être en phase avec le thérapeute qui nous traite, de comprendre ce qu'il fait et d'être d'accord avec ce qu'il fait. Ce qui est certain, c'est que de rester avec un thérapeute, d'ailleurs, y compris hospitalier, avec qui on n'est pas en phase, avec qui on ne peut pas discuter et qui vous propose des traitements qui ne nous conviennent pas, il faut savoir aller demander un deuxième avis et changer, même si c'est le meilleur, même si c'est le plus réputé. Mais à tout moment, vous insistez quand même sur le fait qu'on ne doit jamais quitter la médecine conventionnelle. On doit utiliser la médecine conventionnelle comme il se doit. Je dirais, il y a certains cas où effectivement des thérapeutes vont aller dans l'excès de la thérapeutique et effectivement, il y a des fois où il faut savoir arrêter un traitement parce qu'il devient plus toxique. Mais bon, on parle de cas particuliers et qui sont de plus en plus rares parce que autant on a eu beaucoup d'acharnement thérapeutique il y a une trentaine d'années, autant la notion d'acharnement thérapeutique est de moins en moins fréquent et les services hospitaliers préfèrent passer sur des traitements d'entretien que de chercher à tout prix un traitement qui pourrait éventuellement guérir le patient et qui souvent, à une époque, malheureusement, pouvait le tuer. Et la prise en charge par les médecines complémentaires, est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses? Est-ce que ça coûte cher? Alors ça, c'est une vraie question et un vrai problème, mais c'est au-delà du cancer, puisque aujourd'hui, il a été décidé en France de dérembourser la quasi-totalité des médecines naturelles, parce qu'on considère que ce sont des médecines de confort. Alors effectivement, les médecines naturelles ne soignent pas la maladie directement, elles vont prendre en charge le terrain. On a déjà dit tout à l'heure qu'en prenant en charge ce terrain, on peut réduire de 50% le risque de récidive. Donc, c'est en fait un vrai traitement, mais malheureusement, il est considéré comme un traitement effectivement de confort, d'accompagnement, et tout ça n'est pas remboursé. Donc, il y a des choses qui ne sont pas forcément
très cher, de faire de la méditation, de faire une approche psychologique, de faire de l'activité physique, de bien manger même. Mais bien manger ne coûte pas cher, ne coûte pas plus cher. C'est un en mythe. fait. C'est tout à fait un mythe. Après, on a besoin d'utiliser certaines thérapeutiques. L'homéopathie reste abordable, mais on a effectivement dans la nutrithérapie, des antioxydants, certaines plantes, etc., des produits qui peuvent être relativement coûteux, même si ce n'est pas des fortunes. Tout le monde ne peut pas se permettre parfois de se payer ce type de produit. Docteur Eric Mena, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.